Une infirmière commence à retirer les tubes d'une jeune femme dans le coma, mais elle entend « Ne me laissez pas » et elle change tout et appelle la police. L'horloge numérique au mur indique 3h12. La lumière dans le couloir est froide, presque bleue. L'hôpital semble retenir son souffle. Tout ce qu'on entend, ce sont les roues d'un brancard au loin, un bip perdu, un soupir qui vient de nulle part. Aitana est dans la salle des infirmières, sa blouse un peu froissée, ses cheveux attachés avec un élastique fatigué. Elle ouvre le dossier de garde et parcourt la liste du doigt, les mains froides, le stylo glissant un peu à cause de la sueur. Le café qu'elle a bu il y a quelques heures est maintenant une pierre dans son estomac. La porte s'ouvre lentement. Le médecin de garde entre, sentant l'alcool et le papier fraîchement imprimé. Il ne sourit pas, ne la regarde pas longtemps, lui tend juste une enveloppe transparente contenant un document, un tampon rouge, la date, l'heure, la signature de l'infirmière Alvarez. Sa voix est basse et neutre. Procédé. Elle tient l'enveloppe avec précaution, comme si elle était en verre fin. Elle lit ce qui est écrit sans vraiment comprendre les phrases. Retrait du soutien. Patiente. État neurologique. Décision médicale. Les lettres semblent monter et descendre comme des vagues. « Docteur » dit Aitana en s'éclaircissant la gorge. « Vous confirmez maintenant ?»« Maintenant. » Il pointe son menton vers le couloir. Document signé. Tout est en ordre. Elle veut en savoir plus. « Vous êtes sûr ? Et la famille ? Qui a donné son accord ?» Mais les mots restent dans sa bouche et reviennent. Le docteur s'est déjà retourné. Il est déjà à la porte. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi » dit-il sans se retourner. Et enregistre-le dans le système. Aitana est seule. La climatisation souffle un air froid qui lui donne la chair de poule. Elle regarde à nouveau l'horloge, comme si le temps devait lui donner une réponse. 15h13. La trotteuse tourne rapidement et indifféremment. Elle ouvre le tiroir à fournitures, gants, gaz, solutions salines, étiquettes. Chaque objet a un nouveau poids, une signification qu'elle n'aime pas nommer. Elle prend le badge qui était à l'envers et le place sur sa poitrine. Elle respire par le nez. Elle compte 1, 2, 3, 4. Elle retient son souffle, expire à nouveau. Sa poitrine lui fait un peu mal. Aitana. Une voix fatiguée résonne dans le couloir. Un collègue passe en poussant un chariot. Tout va bien. Le mot sort très court, sec, changement. Le collègue continue. Le chariot grince. Le couloir est à nouveau vide. Aitana ouvre l'enveloppe et vérifie le sceau. Le papier a une texture rugueuse sous ses doigts. Elle lit le nom du médecin, voit la signature, vérifie l'heure. Ce n'est pas une erreur, ce n'est pas une répétition, c'est maintenant. Elle pense à des choses simples pour ne pas penser au reste. Puis elle a changé les draps dans la chambre 402. La chambre 6 a besoin d'une perfusion. La lumière clignote dans le poste. Les petites listes qui sauvent toujours. Mais aujourd'hui, elles ne sauvent pas. Aujourd'hui, elles ne font qu'alourdir le fardeau. Elle ajuste son masque sans l'élastique tiré derrière son oreille. La blouse frotte contre la peau froide de son bras. Le sol brille comme de la glace, l'hôpital est une mer de lumière pâle, et elle est une île qui marche lentement le long du chemin. Elle passe devant la chapelle vide, la porte est entr'ouverte, à l'intérieur un verre d'eau et une bougie déjà à moitié consumée. Aitana s'arrête une demi-seconde, elle regarde, elle n'entre pas, elle pense juste tranquillement comme si elle parlait à quelqu'un « Donne-moi du courage ». Et elle continue, sur le tableau d'affichage dans le couloir, quelqu'un a collé le dessin d'un enfant représentant une maison et un soleil jaune en dessous avec un marqueur qui dit « Pour maman ». Le dessin est de travers, mignon, ridicule. Aitana a la poitrine serrée. Elle regarde le sol, fait semblant de ne pas dessin d'une maison et un soleil jaune en dessous avec un marqueur qui dit « Pour maman ». Le dessin est de travers, mignon, ridicule. La poitrine d'Aitana se serre. Elle regarde le sol, fait semblant de ne pas l'avoir vu et continue son chemin. Alors qu'elle tourne au coin du service, la lumière des moniteurs peint le mur en vert. Le bip rythmique ressemble à un cœur piégé dans une horloge. La vitre de la pièce reflète son visage pendant un instant. Elle se reconnaît à peine, de profondes cernes sous les yeux, les lèvres serrées, une mèche de cheveux tombant sur son front. Elle met sa main dans sa poche, comme si elle voulait y garder son cœur pour qu'il ne tombe pas. Elle tapote légèrement sa jambe 2 fois, un vieux geste qu'elle fait quand elle a besoin de se rappeler qu'elle est là, à son poste. Elle prend la feuille de contrôle, note l'heure et sort 2 nouveaux gants. Le latex craque, le bruit l'effraie, elle rit maladroitement, seule, un petit rire qui s'éteint dans l'air. « Allez !» se murmure-t-elle, d'une voix basse et prudente. Le couloir est si calme que chaque pas résonne. Aitana ajuste ses lunettes et regarde au-dessus de la porte le numéro illuminé. Elle prend une autre profonde inspiration. 1, 2, 3,
4. Sa main touche la poignée froide. Ce n'est que du métal, mais on dirait de la pierre. Avant d'entrer, elle ferme les yeux une seconde et voit sa cuisine à la maison, sa mère coupant du pain, la fenêtre ouverte sur le patio, l'odeur du café nature, une radio diffusant une vieille chanson, un bon souvenir. Aitana s'accroche à cette image comme quelqu'un s'agrippant à une couverture. Elle ouvre les yeux et répète presque sans voix ce qu'elle a entendu. Elle pousse la porte lentement. La lumière dans la chambre est plus douce, mais le froid est le même. Les rideaux sont à moitié ouverts. Un rayon de lune pénètre par la fente et strie le sol. Le moniteur brille à côté du lit. Le son est constant, obéissant. Aitana s'approche pas à pas. Elle voit le petit corps sous le drap. Elle voit le visage pâle, encore jeune. Elle voit les tubes. Elle voit les bandes. Elle voit la vie suspendue à du plastique et à des chiffres. Elle s'arrête à côté du lit. Elle sent le poids du document dans sa main. Elle sent le gant se resserrer autour de son poignet. Elle sent l'odeur de l'alcool. Elle sent son cœur battre un peu plus fort dans sa poitrine. « Je suis là », dit-elle doucement au patient, qui ne répond pas. « Je m'appelle Aitana. » Et elle reste silencieuse pendant quelques secondes, comme si elle attendait la permission, comme si l'air lui-même devait parler. Elle voit l'horloge murale passer à 3h14. Aitana regarde une nouvelle fois le papier, le plie soigneusement et le glisse dans la poche de sa blouse, du côté de son cœur. Sa main droite se lève légèrement, entraînée, prête pour chaque geste qu'elle a appris au fil des ans. « Que Dieu m'aide », dit Aitana en rapprochant le chariot du lit. Le métal émet un léger bruit. Elle place le plateau à portée de main, vérifie le tube, le ruban adhésif, le clip en plastique. Tout est en ordre. Elle prend une profonde inspiration. Le son du moniteur résonne par vagues. Bip, 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 comme des pas dans l'obscurité. Elle bouge lentement, murmurant comme si elle parlait à ses propres mains. La lumière froide du plafond crée un halo sur le front du patient. Le visage est si jeune que ça fait mal. La bouche est légèrement ouverte, la peau pâle, les cils collés. Aitana ajuste le masque sur le visage, enfile les gants, sent le latex craquer, la main droite sur le connecteur, un geste entraîné, elle l'a déjà fait, mais maintenant la pièce semble plus petite, l'air plus dense. Elle tient le premier connecteur, le plastique est lisse et froid, elle tourne le verrou, un clic presque silencieux, et à la seconde où elle le lâche, il y a un souffle, un filet d'air qui semble ne pas exister mais qui existe bel et bien. Ne me laisse pas si faible, semble-t-il. Ce n'est pas un souvenir, c'est ici. Aitana se fige, son épaule se tend, ses doigts restent en l'air, toujours pliés. Elle ne respire pas pendant un instant. Ses yeux parcourent la pièce comme si quelqu'un était entré. Qui a parlé? Sa voix est faible, effrayée. « Bonjour, y a-t-il quelqu'un » ? Rien, juste la climatisation qui souffle. Le drap ne bouge pas. La fenêtre ferme le monde extérieur avec un rectangle gris. L'horloge indique 3h15. « Je l'ai entendu », dit-elle plus doucement, comme si elle avait besoin de le prouver. « Je l'ai entendu ». Le moniteur, jusque-là docile, clignote différemment. Une ligne monte un peu plus haut, puis redescend. Aitana recule d'un pas, heurte le chariot avec son mollet et manque de faire tomber le plateau. « Calme-toi, » murmure-t-elle, la main sur la poitrine. « C'est moi, tout va bien. » Elle regarde le visage de la jeune femme. La peau de sa lèvre tremble légèrement. C'est peut-être l'air, peut-être la machine, peut-être pas. Aitana se penche, l'oreille près du lit. La respiration de la patiente est minime. Un fil chaud qui effleure la peau d'Aitana pendant une seconde. Elle parle à nouveau, demandant avec un mélange de peur et d'espoir. « Si c'est toi, parle encore. » Silence. Un silence qui fait mal. Tout l'hôpital semble retenir les sons, comme si quelqu'un avait mis la nuit dans une bouteille. Le seul bruit est le bip insistant. Le rythme, la vie. Aitana essaie de se ressaisir. Le plateau. La pince revient à sa place, mais sa main n'obéit pas. Elle sent le gant collé à ses doigts. Le tube de la perfusion bouge un peu, un clip métallique sur le support. Aitana serre les lèvres. Elle pense à appeler quelqu'un, mais sa gorge se serre. Elle ressent une gêne idiote. Et si ce n'était rien? Et s'il se moquait de moi? Elle regarde la porte vide. Qui a parlé? Répète-t-elle, maintenant presque dans un murmure plein de regret. Qui est là? L'air lui répond par sa froideur. La lumière du moniteur clignote à nouveau. La ligne remonte doucement, comme si le cœur voulait se rappeler qu'il existe. Aitana sent son propre cœur réagir, battant fort et de manière irrégulière. Elle appuie sur la base de son cou avec 2 doigts, essayant de se calmer. « Je t'ai entendu », dit-elle doucement à la patiente, comme si elle lui confiait un secret. « Je t'ai entendu dire « Ne me quitte pas ». Les mots restent coincés dans sa gorge. « Quitte »
Aitana ferme les yeux un instant, juste pour retenir les larmes qui commencent à couler. Ce n'est pas le moment de pleurer, pas maintenant. Respire par le nez. 1, 2, 3, 4. L'air qui s'échappe du masque fait un léger bruit. Elle ouvre les yeux et approche son visage de celui de la patiente sans la toucher. Ça sent l'alcool et les draps propres. Une mèche de cheveux de la jeune femme touche son front. Aitana résiste à l'envie de l'écarter. Elle reste immobile, comme si elle ne voulait pas effrayer un petit oiseau. Si c'était toi, parle doucement, syllabe par syllabe. Je suis là. Elle pose sa main sur le fer du lit pour se stabiliser. Le métal froid lui demande de se réveiller, d'être pragmatique, d'accomplir ce qu'elle est venue accomplir. Le document dans sa poche pèse plus lourd que du papier, un poids qu'il appelle sans voix. Le moniteur bip à nouveau et la ligne monte un peu, puis redescend. Aitana sent une force étrange monter de son estomac vers sa poitrine. Ce n'est pas de la colère, ce n'est pas de la joie, c'est quelque chose qu'elle ne peut pas identifier. Elle se rend compte qu'elle retient son souffle et l'expire lentement, presque comme un soupir. Qui a parlé? Il insiste, regardant maintenant directement la bouche du patient. C'était toi, n'est-ce pas? Les lumières ne clignotent pas, le lit ne bouge pas, le plafond ne donne aucune réponse. Seul le corps allongé là reste immobile. Mais il y a quelque chose, un presque son, un presque rien que seul, une personne très proche peut remarquer. Aitana approche sa tête, comme pour poser son front dans le silence. « Je l'ai entendu », répète-t-elle à nouveau à la pièce. « Je te jure que je l'ai entendu ». Elle recule d'un pas et regarde le plateau, le connecteur légèrement déplacé, ses propres mains tremblant un peu à chaque secousse, et maintenant, à chaque instant, une petite peur parcourant sa peau. Aitana ferme les yeux pendant 2 secondes, juste 2, et dans ce bref vide, elle se souvient de la cuisine simple de sa maison, de sa mère qui disait « Ma fille, écoute toujours ce qui est petit. Ce qui est petit, c'est aussi Dieu. » Elle ouvre les yeux avec un sourire humide, la bouche ferme. Le moniteur répond avec le temps. Un bip, une ligne s'élève. La vie insiste. Aitana pose sa main avec tout le soin du monde sur la barrière du lit. Le contact est si léger qu'il est presque inexistant, et elle parle doucement, comme quelqu'un qui promet quelque chose qu'elle ne sait pas encore comment accomplir. Elle déglutit, serre les lèvres et, d'un geste rapide, retire le plateau. Le métal racle le sol avec un bruit sec. De sa main tremblante, elle remet le connecteur en place. Le clic est faible, mais résonne comme un coup de tonnerre dans le silence de la pièce. Le moniteur répond par une ligne plus ferme, un bip. Le cœur de la jeune femme insiste pour rester là, près, murmure Aitana, presque sans voix. « Tu es sûre ? Je ne vais pas la déconnecter. » Elle regarde vers la porte, craignant que quelqu'un l'ait vue ou qu'une caméra ait enregistré quelque chose, mais seule la lumière froide du couloir passe par la fente. Ses doigts se posent sur le bouton d'assistance rouge. Elle appuie dessus. Le son aigu retentit dans toute la zone. Une lumière clignotante s'allume au-dessus de la porte. « Je ne vais pas faire ça, » dit-elle, cette fois-ci avec plus de fermeté, comme pour se convaincre elle-même. « Je ne vais pas y aller. » Son cœur bat très vite. Les battements sont si forts qu'elle les sent dans son cou, dans ses oreilles, dans chaque partie de son corps. Elle respire par petites bouffées. Elle a l'impression de commettre un crime et en même temps de sauver une vie. Le centre de contrôle répond par un bruit dans l'interphone. « Infirmière Alvarez, avez-vous besoin de quelque chose ?» La voix métallique laisse Aitana sans voix pendant 1 seconde. Elle est sur le point de dire « Non, tout va bien ». Elle est sur le point de mentir, mais elle voit la jeune fille dans le lit, si fragile, si seule, et elle sent que ce serait une trahison non seulement envers la patiente, mais aussi envers elle-même. « Je ne vais pas la déconnecter », dit-elle d'une voix brisée et tremblante. « Écoutez attentivement, je ne vais pas déconnecter cette patiente de l'autre côté. » Quelques secondes de silence qui semblent trop lourdes, puis juste une confirmation sèche et froide, comme s'ils écrivaient quelque chose dans un rapport. Aitana ferme les yeux. La peur grandit en elle comme une ombre, mais quelque chose de plus grand grandit aussi. La certitude qu'elle ne peut pas reculer. Elle s'approche du lit et regarde à nouveau la jeune femme. Le nom sur le bracelet, Valentina Cruz, 19 ans. Un nom sans histoire, sans visage pour le monde, mais qui, pour Aitana, est désormais un nom qui bat. « Qui es-tu, ma fille ?» murmure-t-elle. « Qui a voulu te faire taire comme ça ?» Le silence répond à la question. La climatisation souffle de l'air froid, indifférente, mais Aitana a l'impression que la pièce est remplie de quelque chose d'invisible, comme si une grande présence l'observait. Son cœur est toujours en ébullition, ses mains tremblent encore, mais à côté du lit, une force étrange la maintient debout. Elle ne sait pas d'où vient cet ordre, elle ne sait pas pourquoi maintenant, mais une chose est claire, ce n'est pas seulement le devoir qui a pris le dessus,
c'est la voix faible, presque étouffée, qui a demandé « Ne me laisse pas ». Et Aitana a décidé qu'elle ne la quitterait jamais. Elle prend la main de la jeune fille avec précaution, de peur de casser quelque chose. C'est une main légère, froide, presque sans poids. Et pourtant, dans cette faiblesse, il y a quelque chose qui crie. Valentina murmure Aitana comme si ce nom était interdit. « Je t'ai entendu. Je reste. » Sa respiration devient saccadée. Elle n'avait jamais parlé à des patients inconscients auparavant, mais maintenant, elle ne peut plus rester silencieuse. C'est comme si le silence était plus cruel. Elle n'a que 19 ans. Elle continue à voix basse, presque comme une prière. C'est trop peu, trop tôt pour qu'ils t'emmènent comme ça. Aitana regarde le dossier qu'ils ont laissé sur le chariot. Les feuilles de papier froides, les mots durs, cause du coma, chute accidentelle. Un tampon en bas, comme si ça suffisait à expliquer la vie de quelqu'un. Chute, répète-t-elle avec amertume. Tomber. Où, ma fille? Qui a écrit ça? Qui a décidé? Elle regarde à nouveau le visage serein et immobile. Sa poitrine se soulève et s'abaisse si lentement que cela semble être un secret. Sa bouche entr'ouverte montre une jeunesse interrompue, comme un film que quelqu'un aurait arrêté à mi-parcours. Aitana déglutit. Son cœur bat vite, comme s'il voulait la pousser à en faire plus, à chercher plus, mais pour l'instant, tout ce qu'elle a, c'est Valentina et ce nom imprimé sur le bracelet. Valentina insiste, se rapprochant un peu plus de l'oreille de la patiente. « Je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas si quelqu'un t'attend encore, mais je sais que tu m'as appelé. Je t'ai entendu, et je vais rester. » Le silence dans la pièce est rompu par le bip constant du moniteur. Chaque son semble confirmer sa promesse. « Je vais rester. » Aitana ferme les yeux et serre fort la main de Valentina, comme si elle voulait lui prêter sa propre vie. « Je te jure, les larmes veulent sortir, mais elle les retient. Elle ne peut pas faiblir, pas maintenant. » Elle caresse la peau froide du poignet de la jeune fille avec son pouce. C'est un petit geste, presque enfantin, comme une mère qui berce son bébé sans s'en rendre compte. 1000 questions envahissent l'esprit d'Aitana. Qui était Valentina en dehors d'ici? Est-ce qu'elle étudiait? Est-ce qu'elle travaillait? Qui a ri avec elle lors de son dernier anniversaire? Qui a pleuré quand elle n'est pas rentrée à la maison? Pourquoi personne n'est enregistré sous son nom? Ce vide fait plus mal que les ordres du médecin. Un nom sans histoire, c'est comme un cri sans écho. Elle approche à nouveau sa bouche de l'oreille de la jeune fille et parle une fois de plus avec fermeté, comme si elle gravait les mots dans l'air. « Je ne te laisserai pas seule, Valentina. Je t'ai entendu. Je reste. » Le moniteur continue de tic-tac. La pièce semble respirer avec Aitana. Elle expire lentement et, pour la première fois ce matin-là, elle n'a pas l'impression de suivre un protocole. Elle a l'impression de conclure un pacte. Son regard parcourt le corps de la jeune fille et soudain, quelque chose commence à la déranger. Elle se penche plus près et ferme les yeux. Il y a des marques, de nombreuses marques sur le bras gauche, des taches violettes éparpillées à des endroits étranges. Elles ne ressemblent pas à des marques causées par une simple chute. Elles sont rondes, comme si quelqu'un avait serré trop fort les... « Ce n'est pas dû à une chute », murmure-t-elle, presque sans se rendre compte qu'elle a parlé. Elle tire sur la manche de la chemise d'hôpital de la jeune fille et dévoile encore plus ses bras minces et fragiles. Ils sont couverts de marques. Elles ne sont pas régulières, ce n'est pas un seul coup. Elles sont dispersées de manière irrégulière, comme si la douleur s'était répétée plusieurs fois. La climatisation souffle plus fort et l'infirmière sent un frisson. Elle déglutit péniblement et approche son visage. C'est alors qu'elle remarque quelque chose de petit, mais de frappant sur la main droite. Un ongle est cassé et un petit bout de fil rouge est coincé dans le coin de l'ongle. Aitana retient son souffle, prend délicatement une pince à épiler dans le plateau et retire le fil. Elle le pose sur la gaze blanche pour mieux le voir. Il est petit, mais d'un rouge vif, comme ces bracelets en fil utilisés au poignet pour symboliser les promesses, la foi, la protection. Elle regarde la fille, puis le fil. Son cœur bat très fort. « Où as-tu trouvé ça, Valentina ?» demande-t-elle doucement, comme si elle attendait une réponse. Personne ne répond, seul le moniteur clignote avec insistance, lui rappelant que la vie continue. Aitana referme lentement sa main sur le fil, puis le glisse dans la poche de sa blouse et le garde comme s'il s'agissait d'or. Le geste est instinctif, intentionnel. Elle ne sait pas pourquoi, mais elle sent qu'elle ne peut pas le jeter. Quelque chose en elle lui crie que c'est important, que ça raconte une histoire qu'ils ne veulent pas que tu vois. Elle regarde à nouveau l'ongle cassé et imagine la scène. La jeune femme essayant de se défendre, agrippant quelque chose ou quelqu'un de toutes ses forces. Peut-être a-t-elle arraché le fil dans la lutte. Cette idée lui serre la gorge. « Mon Dieu !» murmure-t-elle en portant la main à sa bouche. « Que t'ont-ils fait ?»
Les lumières froides de la pièce semblent encore plus dures maintenant. Le corps fragile sur le lit, immobile, raconte une histoire que le papier dans le dossier n'a pas osé consigner. Ce n'était pas juste une chute. Ça ne pouvait pas être un simple accident. Elle ajuste à nouveau le drap, mais cette fois, le geste n'est pas technique. C'est un geste d'attention, comme quelqu'un qui demande pardon. Elle pose sa main sur le bras de la patiente, juste au-dessus des marques, et parle avec fermeté, comme si elle promettait quelque chose à une amie déchue. « J'ai vu Valentina. J'ai vu ce qu'il voulait me cacher. Je ne sais toujours pas ce qui s'est passé, mais je l'ai vu. » Elle ferme les yeux, luttant contre les larmes. Le silence est lourd, mais dans son cœur, une certitude grandit. Ces marques ne seront pas ignorées. Et le fil rouge, maintenant caché dans la poche de son manteau, brûle contre son corps, comme s'il avait une vie propre. Aitana est assise sur la chaise dans le coin de la pièce. Le document est toujours plié dans la poche de sa robe, mais elle a l'impression qu'il pèse une tonne. Sa poitrine ne se calme pas. Elle prend d'une profonde inspiration, pose ses mains sur ses genoux, essaie de se calmer, mais elle n'y arrive pas. Elle n'arrive pas à se sortir ça de la tête. Elle prend le papier, l'ouvre lentement, ses yeux parcourant chaque ligne, chaque tampon. Les lettres la frappent comme un marteau. Retrait du soutien vital. Date, heure, signature. Dr Camilo Castillo. Jusqu'ici, tout semble correct, mais quand ses yeux tombent au bas du document, un détail saute aux yeux. Le numéro d'enregistrement du conseil médical. Un numéro qu'Aitana a vu des centaines de fois dans ses gardes, ses dossiers, ses rapports, sauf qu'ici, il est erroné. 2 chiffres sont inversés. Non, ce n'est pas possible, murmure-t-elle en approchant le papier de son visage. Elle passe son doigt dessus comme si son toucher pouvait le corriger, mais ce n'est pas le cas. L'erreur est là, petite mais flagrante. Elle ferme les yeux et essaie de se souvenir de toutes les fois où elle a vu la signature du docteur Castillo. Elle était toujours accompagnée du même numéro, c'était presque automatique. Le médecin signait sans même regarder. Alors qui a écrit ça? Qui était si pressé? Son estomac se noue, un frisson lui parcourt l'échine. Ce document pourrait être faux, dit-elle doucement, n'en croyant presque pas ses propres mots. Son cœur bat à tout rompre. Si c'est un faux, quelqu'un l'a fait à la hâte. Quelqu'un voulait effacer Valentina rapidement, sans lui laisser le temps de faire quoi que ce soit. Aitana passe sa main sur son front, sent la sueur froide, se souvient du regard vide du médecin lorsqu'il lui a remis l'enveloppe. Elle se souvient de la procédure sans émotion, et maintenant de ce détail, 2 chiffres modifiés, comme si la précipitation avait pris le pas sur la prudence. Elle serre le papier dans ses mains, le bruit sec de la feuille froissée semblant résonner dans la pièce. Qui a fait ça? Qui voulait s'en débarrasser? Elle pose la question au silence. Elle regarde la fille dans le lit, sa poitrine qui monte et descend lentement, presque imperceptiblement à chaque faible respiration, une accusation silencieuse. Valentina, ils ont essayé de t'effacer comme si tu n'étais qu'un bout de papier. C'est juste une mauvaise signature. La voix d'Aitana tremble. Mais j'ai vu le mensonge. Elle sent les larmes monter dans ses yeux, mais elle ne les laisse pas couler. Elle prend d'une profonde inspiration, étire à nouveau le papier, le lisse avec sa main, le plie soigneusement et le met dans sa poche. C'est maintenant plus qu'un document, c'est une preuve, c'est un cri, c'est la différence entre la vérité et le silence. Aitana se rapproche de la tête de lit et passe sa main sur l'oreiller pour le lisser. Le tissu est rugueux, plein de petites boules, et la fermeture éclair lui égratigne le bout des doigts. Alors qu'elle soulève légèrement le drap pour redresser la taille d'oreiller, quelque chose glisse et fait un bruit sec sur le matelas. Un petit éclat. Elle s'arrête et tire le drap avec précaution, comme si elle découvrait un secret. C'est un collier fin, simple et usé. La chaîne est légèrement emmêlée avec un petit nœud près du fermoir au centre, une petite médaille de Saint-Jude. Le métal froid fait frissonner la peau de son gant lorsqu'elle le ramasse. L'image du saint est rayée, comme si quelqu'un l'avait pressée fort pendant une prière. Aitana retourne la médaille, gravée avec de petites lettres tordues, pour Val. Et elle prend une courte inspiration. Val. Et signifie Elena. Sa tête tourne, son cœur aussi. Elle passe son pouce sur les lettres, sentant les rainures comme si elle pouvait toucher l'histoire. La médaille sent la peau et le savon. Elle sent quelqu'un qui la portait tous les jours. Elle sent l'attention. « C'est à toi, n'est-ce pas, Valentina ?» dit-elle doucement avec un sourire triste. « Quelqu'un te l'a donné avec amour. » Aitana regarde autour d'elle, se tenant droite comme si la pièce pouvait l'accuser d'avoir touché ce qu'elle n'aurait pas dû. « Il n'y a que la nuit, la machine, le souffle de l'air, rien, » répond-elle.
Elle porte la petite médaille à sa poitrine, par-dessus sa robe, essayant d'imaginer la personne qui a gravé ces lettres. Un visage, une main, une étreinte, la sensation d'un cadeau placé autour de son cou avec un « que Dieu veille sur toi ». Aitana tient la chaîne ouverte dans sa paume et a envie de pleurer pour quelqu'un qu'elle ne connaît même pas. « Qui est-ce » murmure-t-elle, comme si elle demandait à un ami qui l'appelle. D'accord, alors doucement, elle défait le nœud avec le bout de son doigt ganté, avec la patience de quelqu'un qui répare le jouet d'un enfant. Le métal grince presque imperceptiblement lorsque la chaîne est libérée. Elle place la médaille sur l'oreiller, à côté du visage de la jeune fille, mais ne la met pas encore autour de son cou. Elle a peur de lui faire mal, peur que le fermoir lui égratigne la peau. Dis-moi, est-ce que la médaille est trop lourde pour elle ? Je vais la laisser ici, oui, près de ton visage. Il prend soin de toi, et moi aussi. Aitana lisse le drap avec des mouvements courts et répétés, comme pour apaiser la pièce. Elle semble respirer plus lentement. Le bip du moniteur continue fidèlement. La lumière froide touche la petite médaille et celle-ci reflète une lueur tendre sur le plafond. Soudain, un petit bruit qui ne vient pas de la machine se fait entendre. Un son qui sort de la bouche de la fille, presque imperceptible, comme si l'air voulait devenir un mot. « Maman » est un murmure, de l'eau. Aitana sursaute mais ne bouge pas. Elle sait que le moindre mouvement brusque pourrait briser le miracle. Elle approche son oreille si près qu'elle sent le souffle chaud sur sa joue. Le cœur d'Aitana bat à toute vitesse. Sa main cherche la tasse d'eau et les éponges hydratantes. Tout est là, mais ça semble loin. « Hé, je t'ai entendu. » Oui, sa voix est douce et ferme. « C'est moi, Aitana. Calme-toi, je vais te donner de l'eau. » Lentement, elle ouvre l'enveloppe contenant l'éponge. Elle la trempe dans la tasse et vérifie avec son doigt si la quantité est suffisante. Si elle en utilise trop, cela l'effraie. Si elle en utilise trop peu, cela n'aide pas. Aitana répète le geste dans l'air, puis touche le coin de ses lèvres avec l'éponge. Elle touche comme si elle embrassait sans toucher, en murmurant juste un peu. Ne pas avaler rapidement, juste humidifier la bouche de... Mieux vaut demander sur le même ton bas. Si tu as besoin de moi, appelle-moi. Je suis là. Ses lèvres bougent à nouveau, presque sans bruit. Maman, je sais. Aitana répond avec une douleur qui est à la fois bonne et mauvaise. En même temps, tu aimes ta mère. Je sais, je sais. Elle humidifie à nouveau l'éponge et lui mouille doucement la bouche, comme si elle dessinait avec de l'eau. La larme de la jeune fille tombe, traçant un chemin doux sur sa peau pâle, jusqu'à disparaître dans l'oreiller. Aitana l'essuie avec le bout de la gaze, doucement, 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 pour ne pas emporter l'espoir avec. Prête. Elle prend une profonde inspiration sans quitter des yeux le visage de la jeune femme. « Tu n'es pas seule, Valentina. Je suis là. » La pièce devient encore plus silencieuse, comme si la nuit s'était inclinée. La petite médaille près de son visage brille à nouveau, car maintenant, elle pèse plus lourd. C'est une porte. C'est quelqu'un qui existe quelque part à l'extérieur, qui pense, qui souffre, qui prie. Aitana pose 2 doigts sur l'enregistrement, presque comme un amen dans un feu silencieux, et demande si c'était une chute. Pourquoi une telle précipitation à se déconnecter? Pourquoi un bout de papier au milieu de la nuit? Pourquoi ce collier caché sous le drap comme quelqu'un qui protège un trésor? Aitana ne répond pas. Elle ne peut pas. Pas maintenant. Elle sent juste que la question reste en suspens, tout comme l'eau sur ses lèvres et la petite médaille près de son visage. Elle dort un peu et dit d'une voix plus calme « Je vais rester et veiller sur toi. Si tu as besoin de moi, appelle-moi et je viendrai en courant. » Le moniteur marque un rythme agréable. La bouche de la fille, maintenant humide, repose sans fissure. Aitana ajuste l'oreiller, remonte le drap jusqu'à sa poitrine, rapproche lentement la médaille du tissu près de sa clavicule, sans l'épingler, juste en la rapprochant, comme quelqu'un qui rapproche l'espoir, se redresse, s'éclaircit la gorge et laisse sa main sur le drap quelques secondes de plus que ne le prévoit le protocole, retenant la nuit dans sa paume, retenant la vie dans son geste. « Je suis là », répète-t-elle doucement, comme une chanson. Et je ne vais nulle part. Elle regarde le téléphone fixe. L'appareil semble plus grand qu'il ne l'est, comme s'il s'agissait d'un portail entre la vie et le danger. Elle s'en approche lentement, chaque pas résonnant dans le couloir silencieux. L'hôpital est endormi, mais ses yeux sont grands ouverts. Elle décroche le combiné, le plastique froid lui donnant des picotements dans les doigts. Le bruit du cadran vibre dans son oreille. Elle hésite pendant 2 secondes, ferme les yeux, puis parle d'une voix ferme, même si celle-ci tremble. Standard, j'ai besoin que vous appeliez la police à l'autre bout du fil. Un bref grésillement, puis une voix masculine professionnelle, mais empreinte d'urgence. Infirmière, répétez ça. Elle prend une profonde inspiration et sent sa poitrine se serrer.
Possible falsification de documents médicaux et risque de mort pour la patiente. J'ai besoin d'une intervention immédiate. Silence. Seul le bruit de l'air qui entre et sort de son nez. La réponse prend plus de temps qu'elle ne le devrait. Quand elle arrive, elle est tranchante comme un couteau. Infirmière, ne vous en mêlez pas. Le cœur d'Aitana bat encore plus vite. Elle presse le combiné contre son oreille comme si la force physique pouvait ouvrir la voie. Comment ça, ne vous en mêlez pas? Son ton monte, mais reste un murmure, de peur d'être entendu dans les couloirs. J'ai ici une patiente de 19 ans qui ne peut pas se défendre et il y a un document qui pourrait être faux. Ce n'est pas le protocole, c'est un crime. Le silence à l'autre bout du fil est lourd, chargé de sens. Aitana sent un frisson lui parcourir l'échine. Son menton tremble. Écoutez-moi. Sa voix est maintenant presque une supplication, mais pleine de vérité. Je suis infirmière, mais avant tout, je suis une personne. Et les gens ne détournent pas le regard quand une vie demande de l'aide. Je ne vais pas faire semblant de ne pas avoir entendu. Je ne vais pas faire semblant de ne pas avoir vu. L'écouteur grésille à nouveau. La réponse est sèche, tranchante, plus basse qu'avant, presque menaçante. N'insistez pas. Et la ligne est coupée. Un long bip envahit son oreille. Aitana reste immobile, le combiné à la main, incapable de bouger. Ses yeux brûlent, sa gorge se serre et un sentiment de solitude la frappe de plein fouet. Elle est seule face à quelque chose de plus grand, quelque chose dont elle ignore l'ampleur, mais son corps ne la laisse pas reculer. Elle raccroche fermement le combiné et s'agrippe au bord de la table pour ne pas tomber. Elle prend une profonde inspiration, respire à nouveau jusqu'à sentir l'air revenir dans ses poumons. Elle regarde autour d'elle la fille dans le lit, si petite, si fragile, si calme. Sa bouche semble vouloir bouger comme si elle gardait un secret coincé dans sa gorge. Aitana pense à voix haute, la gorge serrée. « Qui veut te faire taire, Valentina ?»« Qui ?»« Agile, si calme. » Sa bouche semble vouloir bouger comme si elle gardait un secret coincé dans sa gorge. Aitana pense à voix haute, la gorge serrée. « Qui veut te faire taire, Valentina ?»« Qui ?» Aitana marche dans le couloir à petits pas, presque sans vie. Chaque lampe froide allumée au plafond semble la suivre, comme si l'hôpital était un énorme œil qui l'observait, attendant qu'elle trébuche. Dans sa poche, le document froissé et ce petit morceau de fil rouge brûlent contre son corps comme des braises cachées. Le silence pèse plus lourd qu'un cri. Elle pousse prudemment la porte de la loge. L'odeur du désinfectant et du savon bon marché l'enveloppe. Des casiers sont alignés, certains fermés à clé, d'autres avec des cadenas rouillés. Aitana enlève lentement sa blouse et la plie calmement, mais ses mains tremblent encore. Le bruit du tissu froissé résonne bruyamment dans sa tête. Elle s'assoit sur le banc en bois, pose ses coudes sur ses genoux et se prend la tête entre les mains. Elle ferme les yeux un instant, mais elle ne parvient pas à se reposer. L'image de la fille immobile, la voix qui dit « Ne me laisse pas », les marques sur son corps, le collier caché, tout cela revient comme une vague qui ne cesse de déferler. Sa main se glisse dans sa poche, cherche le fil rouge, le saisit du bout des doigts, le soulève sous la faible lumière de la loge. C'est un petit morceau usé mais plein de sens. Un simple fil, mais qui en dit plus long que tous ces papiers avec des tampons et de fausses signatures. Elle l'enroule lentement autour de son doigt. Elle se souvient que sa grand-mère lui racontait, il y a des années, des histoires sur les filles qui travaillaient dans les usines et portaient ces fils sur leurs bras pour demander protection. C'est une promesse, ma fille. C'est la foi. Celui qui le porte l'espoir à son poignet. Aitana. Elle déglutit péniblement, ferme les yeux et serre fort ce morceau d'espoir. « Où as-tu trouvé ça ?» murmure Valentina à elle-même, la voix brisée. « Qui te l'a noué? Qui a prié pour toi ?» Des larmes coulent, mais elle les essuie rapidement, presque avec colère, comme si pleurer était une faiblesse. Elle sort l'uniforme ordinaire de son sac à dos et l'enfile précipitamment, le cœur battant à tout rompre, comme pour la pousser à sortir de là. Elle regarde son reflet dans le petit miroir brisé du casier. Ses yeux sont rouges, ses cernes profonds, son visage fatigué. Mais derrière la fatigue, il y a quelque chose de nouveau, une décision. « Je vais découvrir la vérité », dit-elle d'une voix ferme et basse en se regardant droit dans les yeux. « Je ne vais pas fermer les yeux. » Aitana met le fil dans la poche de son pantalon comme s'il s'agissait d'une amulette. Elle ferme lentement le casier, tourne la clé et prend une profonde inspiration en quittant le vestiaire. Le couloir lui semble plus long qu'avant, mais elle n'hésite pas. Elle marche vers la porte latérale de l'hôpital et sent le vent froid du petit matin sur son visage. C'est le genre de vent qui vous transperce, qui vous fait frissonner,
Mais pour elle, c'est comme un signe qu'elle est toujours en vie, qu'elle peut encore se battre. Dehors, Puebla est encore endormie. Les rues sont presque vides, seules quelques voitures passent. Au loin, elle entend une moto sur l'avenue. Le ciel commence à s'éclaircir timidement, avec une ligne bleue derrière les nuages épais. Aitana ajuste son manteau pour se protéger du froid. Elle marche plus vite, les yeux fixés sur une seule destination. Le fil rouge dans sa poche bat comme s'il avait son propre cœur qui la guide. Elle sait où elle doit aller, au sanctuaire de Notre-Dame d'Ocotlin. Là-bas, peut-être, elle trouvera la clé pour comprendre qui est Valentina, d'où vient ce fil et pourquoi quelqu'un a voulu effacer son histoire si rapidement. Aitana n'a pas toutes les réponses, mais elle a la foi que la vérité l'attend à l'aube. Et avec cette foi, elle continue à marcher dans les rues encore désertes, déterminée à revenir avant sa prochaine prise de service, car maintenant, plus que jamais, elle sent que chaque seconde compte. Le matin à Puebla se lève gris, chaque ruban semble avoir une histoire, une prière. Le rouge contraste avec le gris de la journée, comme de petites braises éparpillées dans cet espace sacré. Plus loin, une femme aux cheveux blancs, courbée par l'âge, est agenouillée devant un autel latéral. Elle tient dans ses mains 3 petites bougies, qu'elle allume une à une calmement, comme si elle savait que chaque flamme représente une vie qu'elle veut protéger. Aitana s'approche lentement, ne voulant pas l'interrompre. « Bonjour », dit-elle dans un murmure respectueux. La femme lève les yeux, des yeux clairs, plissés par le temps et la foi. Elle répond par un petit signe de tête bienveillant. Aitana sort le morceau de fil rouge de sa poche, ouvre la main et le lui montre. « Ce fil, savez-vous ce qu'il signifie ?» La femme se touche le menton, réfléchit un instant, puis regarde les rubans suspendus autour d'elle. « Beaucoup de filles l'utilisent, dit-elle d'une voix rauque mais ferme. C'est une promesse. On dit qu'il protège du mauvais œil. Ici, ceux qui travaillent dur et qui souffrent beaucoup s'y accrochent. Elle touche le fil dans la main d'Aitana comme si elle reconnaissait une vieille histoire. Beaucoup de filles dans la maquila le portent. Les couturières l'attachent autour de leur poignet et demandent à Saint-Jude de leur donner de la force. Aitana sent une boule dans sa gorge. Elle regarde le fil rouge entre ses doigts comme s'il pesait désormais plus lourd. « Maquila », répète-t-elle lentement, la bouche sèche. Will Valentina, la dame, ne pose aucune question, n'insiste pas, baisse simplement la tête, fait le signe de croix et regarde les bougies allumées. Aitana fait quelques pas dans la cour, regardant chaque ruban rouge qui bouge dans le vent. L'odeur des bougies fondues et de l'encens emplit l'air. Le sanctuaire semble receler des secrets dans chaque pierre, chaque ombre de l'entrée latérale, près du tronc. Quelque chose attire son attention. Une enveloppe froissée, oubliée, mal cachée au fond du bois. Elle regarde autour d'elle. Il n'y a personne. Son cœur bat la chamade. Sa main tremble avant qu'elle ne la sorte. À l'intérieur se trouve une photo pliée, marquée par le temps. Aitana l'ouvre avec précaution, comme si elle avait peur de la casser. Puis elle voit Valentina, jeune, souriante, les cheveux attachés, n'importe comment. À côté d'elle se trouve une femme en tablier, les bras autour de la taille de la jeune fille. Elles ont toutes deux l'air heureuses, avec la joie simple de ceux qui ont peu mais le font avec amour. Aitana passe son doigt sur le visage de Valentina sur la photo et son sourire semble vivant, comme s'il lui redonnait un peu d'espoir. Aitana a mal à la poitrine. Cette fille dans le lit d'hôpital était autrefois pleine de vie, de rire, d'étreinte. Elle retourne la photo. Au dos, écrit au stylo bleu, se trouvent des lettres écrites à la hâte, mais avec amour. « Pour moi, Val ». Son cœur fait un bond, la même que la petite médaille. « Qui es-tu » murmure Aitana, presque comme une supplication. Elle met la photo dans sa poche, à côté du fil rouge. Le poids augmente, mais ce n'est pas seulement du poids. C'est un indice, c'est une histoire qui veut être racontée. La cloche du sanctuaire sonne à nouveau. Le son se propage dans la cour. Aitana lève les yeux vers le ciel gris, prend une profonde inspiration et sent qu'elle se rapproche de plus en plus de la vérité. Mais en même temps, la question qui ne la quitte pas grandit. Qui a essayé de faire taire la voix de Valentina ? Elle serre le poing sur sa poche, pressant le fil et la photo, et promet à voix basse, presque comme une prière, « Je ne vais pas m'arrêter, je vais découvrir la vérité ». Le vent souffle à travers les rubans rouges et chacun d'entre eux semble répondre par un mouvement doux, comme s'il approuvait sa décision. Le retour à l'hôpital a un goût métallique dans sa bouche. Le soleil est déjà levé, mais le couloir est encore froid. Aitana entre par la porte latérale, passe son badge et sent le plastique frotter contre son cou. Son cœur bat vite, comme si quelqu'un frappait à la porte depuis l'intérieur, au bout du couloir. Le chariot de nettoyage de Monsieur Matteo grince avec sa roue tordue. Il est petit, les épaules voûtées et porte une casquette usée.
Quand il voit Aitana, il fait un geste discret et pointe son menton vers un coin plus vide, près de la fontaine à eau. « Madame Aitana », murmure-t-il en regardant d'abord de chaque côté. « Venez ici, juste une seconde. Bessie, Tio. » Elle s'approche du seau. Une odeur de désinfectant et de chiffons humides s'élève. Matteo baisse encore plus la voix, presque en pressant ses lèvres contre l'air. « J'ai vu quelque chose », dit-il nerveusement, en serrant le manche de la serpillière. Tôt ce matin, un homme en costume, un costume sombre, des chaussures brillantes. Aitana sent sa peau se hérisser. À notre étage, il hoche la tête avec un bref « oui » et détourne les yeux, comme s'il avait peur que les murs puissent entendre. Il a donné au gardien un bout de papier, le papier de déconnexion, et le lui a tendu. Je passais avec le chariot et j'ai fait semblant de ne rien voir. « Il l'a reconnu ?» demande Aitana, presque sans voix. « Médecin de famille, représentant ?» Matteo déglutit. Ce n'était pas un médecin, il n'avait pas de badge, il sentait la cigarette, mais il porte la main à son nez et grimace. Ce n'étaient pas des cigarettes bon marché, mais des cigarettes chères parfumées, tu sais, cette odeur qui persiste dans le couloir, celle-là même. Aitana ferme les yeux un instant, comme si l'odeur pouvait apparaître juste là. Sa main fouille la poche où le document froissé semble palpiter. Quelle heure était-il? Elle ne s'en souvient pas. Tout était calme, il n'y avait presque personne, répond-elle en détournant le regard. Je n'aime pas avoir des ennuis, madame. J'ai pensé que je devais le savoir parce que je vous ai vu avec la fille avec attention. Et hier, le bruit de l'interphone s'arrête, coupant la phrase, craignant l'écho. Les deux restent silencieux. Au loin, on entend une civière, un bip perdu, des pas précipités. Aitana sent un nœud dans son estomac. « Merci, Matteo », dit-elle simplement, sincèrement. « Merci de me faire confiance. » Il lève les yeux humides. « Prenez soin de vous », demande-t-il doucement. Ici, quand ça sent les cigarettes chères, c'est parce qu'il y a des gens importants dans les parages. Elle veut en savoir plus, saisir chaque petit détail, mais elle voit la peur sur son visage et n'insiste pas. Elle touche doucement son bras, un geste rapide de gratitude, et s'éloigne. La question brûle. Qui est cet homme? Pourquoi a-t-il apporté le papier qui fait taire une vie? Avant qu'elle ait fini de réfléchir, la voix de la réceptionniste retentit dans le haut-parleur. Infirmière Alvarez, direction. Le couloir semble rétrécir. Aitana ajuste sa blouse, prend une profonde inspiration et avance. La porte du bureau est lourde. La secrétaire ne sourit pas, elle se contente d'acquiescer. À l'intérieur, le docteur Camilo Castillo se tient debout, dos à la fenêtre. Sa blouse semble neuve. Le stylo dans sa poche brille sur le bureau. Une pile de rapports. Le stylo métallique aligné avec le bord. Tout est trop bien rangé. « Asseyez-vous », dit-il d'un ton désagréable. Aitana s'assoit. Ses mains se posent sur ses genoux, tremblantes. Il ne lui propose pas d'eau, ne lui demande pas comment s'est passée sa garde. Il se contente de fermer la porte d'un coup sec et reste debout, tel un juge. « Tu as désobéi », dit-il sans détour, sans tourner autour du pot. « Tu as reçu un ordre et tu ne l'as pas suivi. Ça a des conséquences. Signe le rapport et oublie ça. » Il pousse une feuille de papier sur le bureau. Aitana regarde les lignes froides, l'espace vide qui attend sa signature. Son cœur s'arrête de battre pendant une seconde. La pièce semble, elle respire, compte jusqu'à 4 et lève les yeux. « Docteur », dit-elle d'une voix douce mais ferme, « cette signature sur l'ordre n'est pas la vôtre, n'est-ce pas ?» Un lourd silence s'installe. Le docteur Camilo serre les lèvres, fait rouler le stylo entre ses doigts et détourne le regard vers la fenêtre, comme si le ciel pouvait répondre à sa place. Il lui faut un peu plus de temps que d'habitude pour reprendre la parole. « Vous confondez les choses », dit-il sans lever les yeux. « Ce qui compte, c'est le protocole. Il y a des décisions qui ne concernent pas le personnel infirmier. Il y a une hiérarchie. Aitana ne cède pas. Je respecte la hiérarchie, docteur, mais je respecte encore plus la vie. Et quand je vois un numéro modifié, une précipitation excessive et une jeune fille de 19 ans qui demande à ne pas être laissée seule, sa voix tremble un peu, mais elle la contrôle. Je ne peux pas simplement appuyer sur un bouton et faire comme si je n'avais rien vu. » Il la regarde enfin. Son regard est dur, mais ses yeux brillent. Son doigt tape 2 fois sur la table près du rapport. « Signe et continue ton service. C'est mieux pour tout le monde. »« Mieux pour qui ?» demande Aitana calmement, sans le gronder, juste en disant la vérité. « Pour l'hôpital. Pour toi. Pour celui qui a apporté le journal tôt le matin, qui sentait les cigarettes chères. » Sa mâchoire se crispe. Il prend le rapport et le réajuste, comme pour le réparer. «
pour réparer le monde. Fais gaffe à ce que tu dis, Alvarez. Elle se penche légèrement en avant, sans agressivité, juste pour qu'il... Aitana se lève, le remercie d'un bref geste et se dirige vers la porte. Avant de partir, elle ressent le besoin de dire autre chose, de poser sur la table tout ce qu'elle porte dans sa poche et dans sa poitrine, mais elle garde cela pour elle. Elle ouvre la porte et retourne dans le couloir. Le monde extérieur est toujours le même. Lumière froide, bruit de pas à l'intérieur d'elle. Elle ne lui demande pas maintenant. C'est un nœud plus serré. Qui est cet homme? Et pourquoi le directeur n'a-t-il pas pu la regarder dans les yeux quand elle a parlé de la signature? Aitana serre le papier et sent le papier froissé et le morceau de câble. Elle marche et le bruit de ses propres pas lui semble être une promesse. Aitana est au poste des infirmières, en train de vérifier des dossiers, mais son esprit n'est pas là. Son regard revient sans cesse vers le couloir, comme si elle attendait quelque chose. Puis Marisol apparaît, les cheveux tirés en arrière, de profondes cernes sous les yeux, son uniforme froissé, mais sur son visage, cette expression de complicité de quelqu'un qui garde un secret. Elle s'approche rapidement, regarde de côté et, sans rien dire, glisse une petite clé USB dans la main d'Aitana. « Tiens !» murmure-t-elle, presque sans bouger les lèvres. Aitana cligne des yeux, surprise. « Qu'est-ce que c'est ?» Marisol se penche vers elle. Je l'ai prise sur le moniteur de la chambre de Valentina. Elle contient des enregistrements audio ambiants. Ils pensent que personne ne vérifie, mais je sais où se trouve l'entrée cachée. Le cœur d'Aitana bat à toute vitesse. Elle tient la clé USB comme si c'était un truc sacré. « Et tu l'as déjà écouté ?» Marisol prend une grande inspiration, hésite, mais répond. « Juste le début, avant ton service. » Un murmure masculin très clair a été enregistré. « Qu'est-ce qu'il disait ?» demande Aitana, la voix coincée dans la gorge. Marisol déglutit, regarde le sol et répond comme si répéter ces mots lui pesait lourdement aujourd'hui. La phrase tombe comme une pierre dans l'air. Aitana sent sa peau se glacer et ses mains trembler. « Tu es sûr ? Absolument sûr ?» Marisol lève les yeux, le regard fixe, mais avec de la peur qui brille derrière. Ce n'était pas un bruit dans le couloir, c'était un ordre. Aitana prend la main de son amie et la serre. « Merci, tu n'avais pas à prendre un tel risque. » Marisol esquisse un sourire fatigué. « Je suis aussi infirmière, Aitana, et avant ça, je suis aussi une personne. » Les deux femmes se regardent, partageant un silence qui vaut 1000 mots. Le bip des moniteurs en arrière-plan résonne comme une musique triste. Aitana sent qu'elle n'est pas aussi seule qu'elle le pensait, mais le nœud dans son estomac se resserre. Qui a donné cet ordre? Avant qu'elle puisse continuer à parler, un gardien passe dans le couloir. Les deux femmes font semblant d'être occupées, rangeant des papiers et vaquant à leurs occupations habituelles. L'homme poursuit son chemin. Aitana prend une profonde inspiration et met la clé USB dans sa poche, comme si elle cachait du feu. Quelques heures plus tard, dans la salle de surveillance, Aitana demande au technicien de vérifier la caméra dans le couloir près de la chambre de Valentina, sous prétexte de vérifier s'il y a des mouvements suspects. Le gars râle un peu, mais accepte. Sur l'écran, les images défilent rapidement jusqu'à ce qu'elles disent soudain « Là, recule un peu ». L'horloge indique 000241. Le couloir semble vide pendant 1 seconde, puis une femme entre, vêtue d'un manteau bleu avec la capuche relevée, marchant rapidement. Elle s'arrête devant la porte vitrée de la chambre, pose son front contre la vitre et reste immobile, pleurant silencieusement. L'image n'a pas de son, mais le geste en dit plus que 1000 mots. Aitana porte la main à sa bouche, émue. La scène dure un peu plus d'1 minute, puis la femme s'essuie le visage avec la manche de son manteau et descend en courant l'escalier latéral. Le technicien lui pose sa question sans intérêt. « Vous voulez une copie ?» Aitana répond rapidement, presque essoufflée. « S'il vous plaît. » Le garçon hausse les épaules, enregistre la vidéo sur une clé USB et la lui tend. Aitana tient l'appareil comme s'il s'agissait d'un cœur battant hors de sa poitrine. Son esprit s'emballe. Cette femme, c'est la même que celle de la photo, celle qui sourit à côté de Valentina, vêtue d'un tablier. Serait-ce elle ? Elle range la clé USB avec celle de Marisol, 2 petits morceaux de vérité dans un océan de silence. Le visage de la femme devant la vitre ne la quitte pas. Ce geste où elle pose son front, ses sanglots étouffés. Ce n'était pas n'importe quelle visite, c'était quelqu'un qu'elle aimait. Aitana quitte la pièce, la poitrine serrée, le pas rapide. Son cœur répète la question qui la hante. Qui es-tu ? Et pourquoi ne pouvais-tu que regarder de loin ? Le couloir semble encore plus long, mais en elle, une certitude grandit. La vérité est plus proche que jamais. Aitana lissait soigneusement le drap, presque comme si elle le caressait.
quand quelque chose glissa sous le tissu et tomba sur le sol avec un bruit sourd. Elle se pencha rapidement, pensant qu'il s'agissait juste d'un bouton, d'une boucle détachée, d'un petit objet, mais lorsque ses doigts touchèrent de l'objet humide, ils sentirent le plastique froid d'un badge. Elle le retourna dans sa paume et son cœur se figea. Le badge représentait le jeune visage de Valentina, les cheveux tirés en arrière, vêtue d'un uniforme simple, le regard sérieux, comme si elle portait déjà un poids trop lourd pour son âge. Sous la photo, on pouvait lire clairement « Maquila San Martin Bay, ligne 3 ». Aitana déglutit. « Tu travaillais dans une maquila » murmura-t-elle, en regardant la jeune fille endormie, âgée de seulement 19 ans et déjà prisonnière d'une chaîne de production. Son regard se posa sur les mots imprimés « ligne 3 ». Le numéro semblait crier, comme s'il ne s'agissait pas seulement d'une information sur le badge, mais d'une partie d'un mystère. Elle retourna le badge. Au dos, écrit à la main, à l'encre presque effacée par le temps ou la sueur, était inscrit 23 E. Aitana fronça les sourcils. 23 E ? Qu'est-ce que c'est ? Demanda-t-elle à voix basse, sans attendre de réponse. Le badge était mouillé, ses bords humides, comme s'il avait été caché exprès, peut-être lavé, peut-être laissé là à la hâte. Le plastique était usé, comme s'il avait été porté tous les jours, accroché à sa poitrine. Elle passa lentement son pouce sur le nom de la fille, comme si elle voulait faire revivre sa voix, ce qu'elle essayait de lui dire avec ça. Elle s'assit sur le bord du lit, tenant le badge comme s'il s'agissait d'une preuve de crime. L'hôpital continuait à émettre les mêmes sons répétitifs, des bips, des bruits de pas, la climatisation soufflant de l'air froid. Mais à l'intérieur d'Aitana, tout n'était que cris. Elle sortit son téléphone portable de sa poche et composa rapidement le numéro de l'usine inscrit sous le badge. Son cœur battait trop vite. Elle appuya sur le bouton d'appel et porta le téléphone à son oreille. La sonnerie retentit 1 fois, 2 fois, 3 fois. Personne ne répondit. Elle se mordit la lèvre et insista, recomposant le numéro. Cette fois, la sonnerie retentit pendant plusieurs secondes avant de s'arrêter. Elle réessaya. Silence, comme si toute l'usine avait décidé de rester silencieuse exprès. Aitana soupira profondément et ferma les yeux un instant. Le badge semblait maintenant peser plus lourd qu'une brique dans sa main. « Pourquoi ne répondent-ils pas ?» marmonna-t-elle. « Que cache-t-il là-dedans ?» Le numéro inscrit au dos, 23, lui brûlait l'esprit. Ce n'était pas juste une note oubliée, c'était important. Peut-être un entrepôt, une pièce, une équipe supplémentaire, quelque chose qui ne devrait pas exister. Elle pressa le badge contre sa poitrine, près de son cœur, et regarda à nouveau Valentina. « Je vais découvrir ce qu'est ce 23E, ma fille. Je vais découvrir. » Une larme coula sur sa joue, sans qu'elle s'en aperçoive. Elle l'essuya rapidement, avec le dos de la main, et mit le badge dans la poche de son manteau avec le fil rouge et la photo froissée. 3 morceaux de vérité cachés, 3 clés d'une porte qu'elle ne savait pas encore ouvrir. Le moniteur émit un bip, rompant le silence. Aitana se leva lentement, prit une profonde inspiration et se répéta comme une promesse. Rien de tout cela ne restera caché. Ni toi, Valentina, ni ton histoire. Le couloir était toujours le même, mais en elle, le mystère grandissait comme un poids impossible à ignorer. Qu'est-ce que c'est ? 23. Son téléphone portable vibre dans sa poche comme un petit coup dans le ventre. Aitana sort lentement sa main, ses ongles marquant le tissu de sa blouse. Rien à l'écran, numéro masqué. Son nom semble trembler. Elle prend d'une profonde inspiration et répond de la voix la plus calme qu'elle peut feindre. À l'autre bout du fil, une voix grave et sans émotion. La gorge de quelqu'un qui commande et ne demande pas. Infirmière, je vous l'ai déjà dit, occupez-vous de vos affaires. Ce que vous voyez est dangereux. Soit vous partez, soit vous allez le perdre. Le froid lui transperce la peau. Les mots pénètrent comme des pierres. L'oreille, qui entend l'avertissement, commence à lui faire mal. Aitana sent sa gorge se serrer, mais elle retient ses larmes comme quelqu'un qui tient quelque chose de fragile. La main qui tient le téléphone tremble tellement qu'il lui est difficile de garder une voix ferme. Qui est à l'appareil ? Parvient-elle à dire, mais la question sort étouffée. Silence. Seulement la pièce semble être là-bas, avec son bip constant, comme un cœur qui ne connaît pas la peur. Elle range le téléphone avec des gestes automatiques, prend une profonde inspiration et se met à marcher. Chaque pas est lourd, comme si le sol était recouvert de boue. À la gare, ses mains cherchent des numéros. Elle appelle le quartier général de la police. La voix à l'autre bout du fil est professionnelle mais distante. Ils disent qu'ils vont envoyer une voiture de patrouille. Aitana insiste, parlant rapidement, expliquant ce qu'elle a vu, le document, les marques, le fil rouge, la voix qu'elle a entendue, et demande finalement une protection.
Elle ne veut pas être une héroïne, elle veut vivre. Bientôt, l'officier Bruno apparaît, les cheveux tirés en arrière, l'air fatigué. Elle se présente avec son badge à la lumière du soleil qui passe par la petite fenêtre. Le mouvement est simple, bureaucratique. Aitana raconte tout à nouveau. Les mots sortent par saccades, la gorge serrée. Elle montre le document, le fil, la photo, le badge. Elle pose chaque objet, chaque détail sur la table comme des preuves douloureuses. L'officier écrit, son stylo griffonnant sur le cahier, les heures, les noms, les horaires. Elle garde les yeux sur le papier, mais de temps en temps, elle lève les yeux vers Aitana, faisant de petites pauses comme si elle essayait de comprendre ce qui ne colle pas sur une ligne. « Je comprends », dit Bruno d'une voix ferme mais sans émotion. « On va tout enregistrer. Fais une liste des personnes impliquées, des horaires, de tout ce dont tu te souviens. » Aitana parle vite, posant une pile d'images sur la table. Le document le confirme. L'homme en costume vu par le portier, la femme appuyée contre la vitre, l'enregistrement audio, chaque élément qu'elle remet. Sa poitrine se serre légèrement, puis se serre à nouveau. L'agent prend juste des notes. Elle veut maintenant être protégée. Bruno lui demande sèchement où elle va rester. La question la blesse. Aitana pense à ses horaires de travail, aux gens qui ont besoin d'elle, à la petite fille alitée. Elle se tait. « Je vais rester à l'hôpital », répond-elle presque dans un murmure. « Je ne peux pas partir. Qui s'occupera d'elle si je pars ?» Bruno respire, prend son stylo, fait un geste rapide dans son carnet. « Je comprends », dit-il. « Je vais en parler à la délégation. Je vais voir s'il y a des patrouilles disponibles dans les environs. Mais je ne peux pas promettre une escorte 24 heures sur 24. Infirmière, il y a une file d'attente, il y a des priorités, il y a un ordre. Je vais demander des rondes plus fréquentes. Écrivez votre demande. » Les mots tombent lourdement. Aitana ressent un mélange de soulagement et d'impuissance. Quelqu'un l'a entendu, oui, mais le monde répond par des règles. L'officier, bien que ferme dans sa position, ne cache pas la vérité dans ses yeux. Il n'y a pas assez de personnel, pas assez de ressources, pas assez de garanties. « S'il vous plaît », murmure presque Aitana, contrôlant sa voix pour ne pas fondre en larmes. « Notez tout, ne laissez personne effacer quoi que ce soit, et si d'autres messages comme celui-ci arrivent, venez rapidement. » Bruno la regarde avec un peu de compassion, posant sa main sur la table comme s'il voulait offrir quelque chose de plus qu'un stylo. « J'ai tout noté. On va ouvrir un dossier. Si vous recevez une autre menace, prévenez-nous tout de suite. Ne l'ignorez pas et gardez les preuves, les captures d'écran, les enregistrements, tout ce que vous pouvez. » Aitana montre son téléphone portable, les numéros, la clé USB que Marisol a apportée, le badge, la photo. L'agent tient chaque objet pendant 1 seconde, et le simple fait de les toucher lui fait monter une larme aux yeux qu'elle essaie de retenir. « Merci », dit Aitana, la voix brisée. Bruno lui rend les objets et lui donne une carte avec le numéro direct du commissariat. Si ça se reproduit, appelez ce numéro. Son ton est sec et pragmatique. Et si vous voyez quelque chose de suspect à l'hôpital, appelez-moi immédiatement. La promesse est brève. Ce n'est pas une consolation. C'est un point sur la liste des procédures. Aitana comprend que la loi et la vie ne vont pas toujours de pair. L'agent se lève, prend son dossier, lui fait signe qu'il doit partir et le seul mot qui reste est « attendre ». Lorsque la porte se referme, Aitana s'appuie contre le mur et laisse tout sortir. La peur, l'épuisement, l'envie de crier. Les larmes coulent comme des étoiles chaudes sur son visage. Elle les essuie avec la manche de sa robe, lentement, sans se presser. Sa poitrine est serrée, comme si une main invisible maintenait tout en place. Mais même si son corps tremble, une fine ligne de détermination ne se brise pas. Elle n'abandonnera pas la fille. Elle reprend le téléphone, regarde le numéro qui l'a menacée, caché, et retient son souffle. Personne ne répond. Seul, le silence lui tient compagnie. Aitana range le téléphone, ajuste sa blouse, va à la fenêtre et regarde la cour de l'hôpital en contrebas. Quelques personnes passent, indifférentes. À l'intérieur, la vie continue, fragile et obstinée. Dans sa poche, le fil rouge et la photo froissée cognent contre le tissu. La peur est arrivée et est restée, mais avec elle est venue aussi la volonté de se battre. La nuit a été longue. Le matin a apporté de nouvelles questions. La police a pris des notes et n'a rien promis, comme on pouvait s'y attendre. Et pourtant, Aitana retourne au chevet de la jeune fille, d'un pas plus lent et plus prudent, prête à témoigner, à observer, à essayer de s'accrocher à ce que quelqu'un voulait lui arracher. La chapelle de l'hôpital était presque vide, avec seulement l'odeur des bougies fondues et des fleurs fanées. Le silence y était différent de celui des couloirs. C'était un silence qui semblait écouter.
Aitana est entrée lentement, sentant son corps réclamer un moment de calme, mais avant qu'elle ait pu s'agenouiller, elle a aperçu une silhouette dans le coin, près de l'image de Saint Jude. C'était la femme au manteau bleu, celle de la caméra. Elle était à genoux, la tête baissée, les mains jointes, tremblant comme si elle priait et se cachait en même temps. Aitana a fait 2 pas en avant et a hésité. La femme leva le visage, les yeux rouges et gonflés d'avoir tant pleuré, la peur sur le visage. « Madame !» commença Aitana à voix basse. La femme pressa ses mains contre sa poitrine comme pour demander pardon d'exister. Sa voix était presque haletante. « Je m'appelle Elena, je suis sa mère. » Le monde sembla s'arrêter pendant 1 seconde. Aitana déglutit, sentant les mots rebondir en elle. La mère, la femme derrière la vitre, celle qui pleurait de loin, était maintenant là. Elena tendit les mains, montrant ses paumes, blessées par des coupures mal cicatrisées. Ses yeux tremblaient, allant et venant comme si elle avait peur que quelqu'un les suivît jusqu'ici. Il voulait que sa voix se brise, mais elle revint dans un sanglot. Il voulait faire taire ma fille parce qu'elle avait vu quelque chose qu'elle n'aurait pas dû voir. Elle ne pouvait pas finir. Tout son corps tremblait, ses sanglots brisaient chaque mot. Elle voulait parler, mais seuls des fragments de douleur sortirent de sa bouche. Aitana s'approcha, s'agenouilla à côté d'elle et prit ses mains blessées dans les siennes, avec précaution, comme si elle tenait du verre brisé. « Elena, calme-toi, respire. Je suis là. Dis-moi ce que tu peux. Je te promets que je m'occuperai d'elle. » Lena. Elle secoua la tête, les larmes coulant sur son visage. Elle essaya de continuer, mais sa voix ne lui obéissait pas. Aitana passa son bras autour de ses épaules, lui offrant une étreinte discrète. Elles restèrent toutes les deux dans le coin de la chapelle, l'une pleurant, l'autre la serrant dans ses bras, jusqu'à ce que les sanglots se transforment en respiration haletante. Ce n'est qu'après plusieurs minutes qu'Elena, toujours les yeux fixés sur la flamme d'une bougie, se mit à parler à voix basse, comme si elle confiait un secret à sa sainte. « Ligne 3, dit-elle en déglutissant péniblement. Ils font des heures supplémentaires sans être enregistrés. Ils verrouillant les portes. Les filles travaillent jusqu'à l'épuisement, sans repos. Beaucoup s'évanouissent. Certaines ne reviennent jamais. » Aitana sentit sa peau picoter et son cœur s'emballer. Elle serra sa main plus fort. Elena continua, baissant encore plus la voix. Elle nota tout dans un carnet et le cacha. Elle savait qu'un jour, ils essaieraient de la faire taire. Aitana cligna des yeux, se souvenant du badge, du numéro inscrit dessus. Elena, 23. « Tu sais ce que c'est ?» La femme ferma les yeux, prit une profonde inspiration et répondit comme si le nom lui brûlait la bouche. « C'est l'entrepôt d'à côté, une entrée cachée. Elles y vont la nuit. Personne ne signe quoi que ce soit. Personne ne le sait. Sur le papier, elle n'existe que là-bas. » Aitana sortit lentement son téléphone portable de sa poche, alluma l'enregistreur et le posa sur le bord du banc, caché entre ses mains. La voix d'Elena, agile mais déterminée, chaque mot plein de douleur et de vérité, c'est pour ça qu'ils veulent la faire taire, n'est-ce pas ? Dit Aitana, presque sans voix, car si elle parle, tout sera fini. Elena ne répondit pas. Elle ferma simplement les yeux et 2 grosses larmes coulèrent. Aitana éteignit son téléphone portable, le rangea et posa son front sur celui d'Elena, comme en prière. Le bip devint irrégulier, rapide, puis lent, hors du rythme. La ligne verte sur l'écran sautait de manière incontrôlable. « Non, non, non !» murmura Aitana, qui courait déjà vers le lit. L'alarme retentit bruyamment, déchirant l'air. Ce bruit aigu fit battre son cœur au même rythme, comme si son propre corps était prisonnier de cet écran. Valentina commença à souffrir d'arythmie. La poitrine de la jeune femme se soulevait et s'abaissait bizarrement, comme si l'air était devenu son ennemi. Valentina appela Aitana, même si elle savait qu'elle ne pourrait peut-être pas l'entendre, mais elle l'appela quand même. Sa voix était ferme, chargée de désespoir. « Batte-toi, ma fille, je suis là. » Elle serra fermement la main fragile de la jeune fille, presque jusqu'à l'écraser, comme si elle voulait la ramener à la vie par simple contact. « Ne lâche pas, pas maintenant, » murmura-t-elle. « J'ai promis de rester avec toi, et je resterai. » Marisol se précipita, les yeux écarquillés lorsqu'elle vit le moniteur. Elle porta la main à sa bouche, mais ne cria pas. Elle s'approcha simplement et commença instinctivement à prier à voix basse, presque comme une chanson brisée. « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Aitana ne pouvait détacher ses yeux de Valentina. Son corps tremblait, mais sa voix était ferme. « Allez, respire avec moi. 1, 2. » Elle parlait en rythme, comme si elle pouvait guider le cœur de la jeune fille avec ses seules paroles. « Ne pars pas, mon enfant, ne pars pas. » La ligne verte continuait à sauter de façon irrégulière, mais petit à petit,
Comme si elle obéissait, elle commença à trouver son rythme. Le bip redevint plus stable, mais toujours fragile. Aitana poussa un long soupir, mais ne lâcha pas la main de Valentina. C'est à ce moment-là qu'elle vit une larme couler au coin de l'œil de la jeune fille. Si petite, si discrète, mais bien réelle. Aitana porta son autre main au visage de la jeune fille et essuya la larme du bout des doigts, émue. « Je sais que tu es là, je le sais. » Sa voix était brisée, mais ferme. Marisol, toujours en prière, resta silencieuse pendant une seconde et regarda Valentina. Ses yeux se remplirent aussi de larmes. Elle joignit les mains sur sa poitrine et hocha la tête comme pour confirmer un miracle. La pièce était suspendue. Quiconque voyait ça ressentirait la même chose. La respiration s'arrêta. Les cœurs battaient au rythme du bip sur l'écran. Le temps s'était arrêté à cet instant. Aitana posa son front sur la main de Valentina et murmura « Batte-toi, ma fille, je suis là et je ne vais nulle part. » Le bip restait constant. La nuit qui, jusqu'alors, avait été remplie de peur, gagnait une lueur d'espoir, une lueur faible mais vivante, comme la larme qui coulait sur le visage de Valentina. Le téléphone portable d'Aitana vibra dans sa poche, la faisant presque sursauter. C'était l'officier Bruno. Sa voix ferme se faisait entendre à l'autre bout du fil. « On a la vidéo, je veux que tu viennes la voir. » Aitana et Marisol se regardèrent avec inquiétude. Elena, qui ne lâchait pas le chapelet qu'elle tenait dans ses mains, se leva lentement, comme si ses jambes pesaient 2 fois plus lourd. Toutes les 3 se rendirent dans la salle spéciale de la police à l'intérieur de l'hôpital. Sur l'écran de l'ordinateur, la vidéo commença à défiler. L'image était floue, enregistrée de loin, mais suffisamment claire pour vous briser le cœur. Depuis le toit d'un immeuble voisin, la caméra montrait l'entrepôt marqué au spray 23E. Il faisait encore nuit, tôt le matin, mais les lumières à l'intérieur s'allumèrent lorsque les portes s'ouvrirent. Elles virent d'abord des cartons empilés être emportés, puis un groupe de jeunes filles se précipitèrent à l'intérieur, certaines la tête baissée, d'autres serrant leurs vêtements contre elles comme si elles avaient froid ou honte. Elena a couvert sa bouche avec sa main. « Mon Dieu !» a-t-elle murmuré, déjà en larmes. « Ce sont des filles !» Le cœur d'Aitana battait très fort et elle avait le souffle court. Chaque seconde de la vidéo était un coup dur. Puis il est apparu, un homme en costume sombre, agitant les mains, montrant du doigt, organisant tout comme s'il était le propriétaire des lieux. La caméra fit un zoom sur son visage, désormais plus net, ses cheveux peignés en arrière, marchant avec assurance, avec l'attitude d'un patron. « Cet homme ?» dit Aitana à voix basse, presque dans un murmure. « Qui est-il » L'officier Bruno mit la vidéo en pause et les regarda directement. Le docteur Dario Beltrán, avocat de la Maquila. Le nom tomba comme une pierre sur le sol. Elena se mit à pleurer plus fort. Son corps s'affaissa. Marisol serra l'épaule d'Aitana et les deux restèrent en sans voix. Bruno dit fermement « On dit qu'il est toujours entouré de fumée de cigarettes chères. » Il regarda Aitana. « Eso es aussi. » C'est le même homme que celui décrit par le concierge. Tout s'imbriquait. Le nœud avait un visage. C'était lui. Isrnasi. Aitana ferma les yeux un instant, comme si elle avait besoin de rassembler ses forces, puis les rouvrit, regardant la fille dans la vidéo, les cartons, l'homme en costume. « Alors c'est vrai, dit-elle, la voix pleine de colère et de douleur. Il voulait faire taire Valentina parce qu'elle avait vu. » Bruno hocha la tête et éteignit l'écran. « On en a assez maintenant. » Dans l'après-midi, l'ambiance à l'hôpital était différente. On entendait des pas fermes dans le couloir. Aitana, Elena et Marisol marchaient ensemble vers le bureau de l'officier. Bruno était à la table, et tous les éléments de la vérité y étaient rassemblés. Le faux document, le fil rouge, le badge Maquila, la photo froissée, l'enregistrement vocal, la vidéo de l'entrepôt et le témoignage d'Elena. Chaque élément pris séparément semblait insignifiant, mais ensemble, ils formaient un cri qui ne pouvait être ignoré. Bruno a tout revu, a pris d'autres notes, a apposé un tampon. C'est prêt. L'ordre va être donné maintenant. Le cœur d'Aitana battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait sortir de sa poitrine. Elena, les mains jointes, pleurait en silence, répétant doucement « Merci mon Dieu, merci ». Quelques heures plus tard, la nouvelle se répandit dans les couloirs. Arrestation à l'usine San Martin. La police pénétra dans l'entrepôt et arrêta des hommes en costume et en tenue de travail, parmi lesquels Dario Beltrán, qui gardait la tête haute, essayant de paraître fort même si ses mains étaient déjà menottées. L'avocat qui sentait les cigarettes chères partait désormais sans le pouvoir qu'il pensait éternel. À l'hôpital, Aitana a entendu la nouvelle à la radio grâce à une infirmière. Le nœud dans sa poitrine s'est desserré mais n'a pas disparu.
car lorsqu'elle a regardé la chambre de Valentina, le moniteur clignotait toujours. Les signes étaient instables, oui, mais la fille dormait toujours. Aitana a posé sa main sur la porte vitrée, regardant à l'intérieur. Valentina semblait calme, mais une pensée la blessait comme un couteau. Et si elle ne se réveillait jamais? Le silence lui a répondu. Marisol se tenait à côté d'elle, retenant son souffle. Elena posa son front contre la vitre, comme cette aube cachée, mais avec maintenant un peu d'espoir dans les yeux. Toutes les trois restèrent là, à regarder la petite fille. Dehors, le monde s'était enfin mis en mouvement contre les coupables, mais à l'intérieur, le temps dépendait toujours d'un cœur fragile qui battait lentement, attendant sa chance de revivre. L'aube fut longue. Dehors, le ciel commençait déjà à s'éclaircir. À travers les hautes fenêtres du couloir, une douce couleur orange repoussait l'obscurité. À l'intérieur de la chambre, l'air était encore froid, mais quelque chose semblait différent. On ne se contentait plus d'observer, on attendait avec espoir. Aitana était assise à côté du lit dans sa robe de chambre froissée, les cheveux défaits par la fatigue, un chapelet emprunté à la chapelle à la main, les yeux marqués par une nuit blanche. Soudain, le bip du moniteur est resté le même, mais la respiration de Valentina a légèrement changé. Un mouvement presque invisible mais suffisant pour qu'Aitana se redresse brusquement. Valentina a murmuré, craignant d'y croire. Les paupières de la jeune fille ont tremblé, lentement au début, puis un peu plus. Sa poitrine se soulevait à un rythme différent, comme quelqu'un qui sort d'un cauchemar. Et puis, comme si le soleil dehors avait gagné, ses yeux se sont ouverts lentement, lourdement, mais ils se sont ouverts. Le temps s'est arrêté. Ses yeux ont regardé le plafond, le mur, jusqu'à ce qu'il cherche quelque chose, quelqu'un. Son regard confus a trouvé Aitana assise fermement à ses côtés. L'infirmière a laissé tomber le chapelet sur ses genoux et a couvert son visage de sa main pour retenir les larmes qui coulaient déjà. Elle s'est approchée lentement avec un sourire entre deux sanglots. « Bon, je suis Aitana », a-t-elle dit doucement, la voix pleine d'émotion. « Je suis là avec toi. » Les yeux de la jeune fille se remplirent de larmes, comme s'il reconnaissait non seulement... Et elle ne l'a pas quitté, sa petite fille. « Je suis là. » Des larmes coulaient sur leurs deux visages. Aitana se pencha et toucha le front de Valentina pendant un instant, laissant ce geste combler le vide des nuits passées. Valentina cligna lentement des yeux, encore lourds mais désormais brillants. Aitana lui tenait la main quand soudain, la bouche de la petite fille essaya de former des sons. C'était un effort douloureux, comme si chaque lettre lui coûtait son souffle. « Maman !» Aitana sentit son cœur bondir. Elle se pencha vers elle. « Maman ?» demanda-t-elle tendrement. « Tu aimes ta maman ?» Valentina acquiesça, les larmes au coin des yeux. À ce moment-là, la porte s'ouvrit. Elena entra, toujours vêtue de son manteau bleu sur les épaules, le visage marqué par des nuits blanches. Quand elle vit sa fille réveillée, elle porta ses deux mains à son visage, trébuchant sur ses propres pas. « Ma fille !» dit-elle d'une voix brisée, entre le cri et le sanglot. Aitana s'écarta pour lui faire de la place. Elena se jeta à côté du lit, prit la main de sa fille et la couvrit de baisers et de larmes. « Je suis là, ça va, je suis là !» répétait-elle sans cesse. « Je t'ai cherché, j'ai prié, j'ai pleuré, ma fille. » Valentina ne pouvait pas bien parler, mais elle leva son bras fragile et désigna avec effort l'oreiller où Aitana avait caché la petite médaille. Le collier brillait dans la douce lumière de l'aube. Du bout des doigts tremblants, Valentina toucha la médaille, puis regarda sa mère. Un murmure, presque inaudible, sortit de sa bouche. « Hé, c'est toi !» Elena ferma les yeux, pleurant encore plus, serrant sa fille dans ses bras avec précaution, comme si elle avait peur de briser quelque chose de précieux. Aitana sentit sa poitrine se remplir et ses yeux se remplirent de larmes. La réponse était là, gravée sur la médaille. Elle appartenait à Elena. La mère et la fille restèrent ainsi, en silence, avec seulement des sanglots et des soupirs. La pièce semblait sacrée. Après plusieurs minutes, Valentina remua à nouveau les lèvres. Presque rien ne sortit, mais Aitana se pencha pour écouter. « Ils voulaient que je meure pour toujours », murmura Valentina. Aitana fronça les sourcils, tout son corps hérissé. « Pourquoi, ma fille ?» demanda Elena désespérément. « Que t'ont-ils fait ?» Valentina ferma les yeux, comme pour se souvenir de la douleur, puis les rouvrit et, avec effort, désigna l'oreiller où Aitana avait caché la petite médaille. Le collier scintillait dans la douce lumière de l'aube. Du bout des doigts tremblants, Valentina toucha la médaille, puis regarda sa mère. Un murmure, presque inaudible, s'échappa de ses lèvres. « C'est toi ?» Aitana fronça les sourcils, tout son corps hérissé. « Pourquoi, ma fille ?» demanda Elena désespérée. « Que t'ont-ils fait ?»
Valentina ferma les yeux, comme pour se souvenir d'une douleur, puis les rouvrit et murmura avec effort. « Parce que j'ai tout enregistré sur mon téléphone portable. » Les deux femmes étaient sous le choc. Aitana lui serra la main, essayant de lui donner du courage. « Où est-il » demanda-t-elle d'une voix ferme, mais douce. « Dis-moi où tu l'as caché. » La respiration de la jeune fille était saccadée, mais sa réponse fut suffisamment claire pour glacer l'atmosphère. Sous l'autel du sanctuaire, dans le tronc. Aitana ferma les yeux, se souvenant de la photo dans l'enveloppe transparente. La photo n'était pas seulement un souvenir, c'était une protection. Elle protégeait la cachette. Le cercle se refermait. Elle regarda Elena, qui tenait toujours le visage de sa fille en pleurant. Elle regarda Valentina, qui luttait pour garder les yeux ouverts. Et dans son cœur, elle sentit le poids et la force de la vérité. La jeune fille avait tout risqué pour garder la preuve en sécurité. « Calme-toi, ma fille, » dit Aitana en lui caressant le front. « Tu l'as gardée en sécurité, et maintenant, nous allons la mettre au jour. » Oh, merci, Malibu. Le moniteur continuait à émettre des bips réguliers et au milieu de la douleur, il y avait une certitude. Valentina n'était pas seule. Elle ne serait plus jamais seule. Les heures qui suivirent furent comme un tourbillon à l'intérieur de l'hôpital. Les policiers allaient et venaient, apportant des boîtes, des ordinateurs portables et des dossiers remplis de papier. L'ambiance était différente. Ce n'était plus seulement de la peur, c'était du mouvement. C'était comme si la vérité avait enfin trouvé un écho dans la salle d'enquête improvisée. Aitana, son visage était plein de tendresse et de fierté. « Doucement, ma fille, » disait Aitana, l'encourageant pas à pas. « Personne n'est pressé. » Valentina prit une profonde inspiration. Sa respiration était courte et fit un autre pas. Le métal du déambulateur fit un bruit. Son pied toucha le sol, puis un autre. L'effort fit apparaître de la sueur sur son front. Mais avec cela, il y avait une étincelle dans ses yeux. Le désir de ne pas abandonner. C'est à ce moment-là qu'Elena se mit à chanter. Sa voix était faible et tremblante, mais douce et pleine de souvenirs. « Hey, 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 chante et ne pleure pas. » Valentina leva les yeux, reconnaissant la chanson. Elle essaya d'ouvrir la bouche, mais aucune voix ne sortit. Malgré tout, elle bougea les lèvres, chantant doucement, car chanter rend le ciel heureux. La chanson emplit le couloir vide. Les infirmières qui passaient ralentirent le pas. Un concierge se tenait discrètement en retrait, s'essuyant les yeux avec sa manche. Le son était simple, mais il semblait guérir des blessures invisibles. Sans s'en rendre compte, Aitana se mit à sourire. Elle tenait fermement le bras de Valentina, mais maintenant aussi au rythme de la musique. Elle dit doucement, avec enthousiasme, « Laisse la musique te porter, Valentina. » Elle fit un autre pas, sa jambe trembla et elle faillit s'effondrer, mais Elena la tint délicatement par la taille. « Ça me suffit. » dit-elle en riant à travers ses larmes. « Regarde, tu marches à nouveau. » À ce moment-là, un sourire timide apparut sur le visage de la petite fille, encore craintif mais sincère. Le genre de sourire qui apparaît lorsque la douleur laisse place à un peu d'espoir. La caméra fit un lent zoom avant, montrant les cicatrices sur le corps de la jeune femme, des marques profondes, preuve de tout ce qui avait tenté de l'effacer. Mais au-dessus d'elle se trouvait ce sourire timide et délicat, presque caché mais vivant. Et entre le chant d'Elena, le soutien indéfectible d'Aitana et les efforts courageux de Valentina, une chose était claire. Les cicatrices racontaient de l'histoire, mais elles n'étaient pas la fin de l'histoire. Et ce sourire timide mais réel en disait plus long que n'importe quel mot. Elle revenait à la vie. La journée était claire, mais à l'intérieur de l'hôpital, l'atmosphère restait lourde. Comme d'habitude, bips des moniteurs, pas rapides, voix courtes. Aitana marchait dans le couloir, sa blouse blanche déjà un peu usée mais toujours pleine de dignité. Un simple dossier à la main contenant sa demande officielle de transfert. Elle s'est assise en face du superviseur, un homme habitué aux tampons, pas aux histoires. Il a levé les yeux du papier, curieux, centre d'attention des victimes, et a demandé, en fronçant les sourcils, « Tu es sûre, Aitana ? C'est un travail difficile, des gens brisés, des histoires lourdes. Toutes les infirmières ne peuvent pas le supporter. » Aitana prit une profonde inspiration, le regard fatigué mais déterminé, sans hésitation. « Je suis sûr, docteur. » Il posa ses mains sur la table, attendant la suite, et elle continua sans se presser, chaque mot venant du cœur. « J'ai appris que prendre soin des gens, ce n'est pas juste suivre un protocole. Parfois, prendre soin des gens, c'est désobéir. C'est écouter ce que personne ne veut entendre. C'est rester quand on te dit de partir. » Un silence s'installa dans le bureau.
Le superviseur ajusta ses lunettes, mais ne répondit pas, se contentant de la regarder plus intensément, comme s'il essayait de comprendre d'où venait cette force. « Tu sais depuis combien d'années tu travailles déjà » demanda-t-il, presque comme s'il la mettait au défi. « 32, répondit-elle fièrement. Il ajusta ses lunettes, mais ne répondit pas. Il se contenta de la regarder plus intensément, comme s'il essayait de comprendre d'où venait cette force. « Savez-vous depuis combien d'années vous travaillez » demanda-t-il, presque comme s'il la mettait au défi. « 32, répondit-elle fièrement. « Et je n'ai jamais autant donné de sens à mon travail qu'aujourd'hui. » Il signa la demande et la repoussa vers lui. Ses mains tremblaient un peu, mais son cœur était en paix. Quelques heures plus tard, dans la chambre de Valentina, Aitana entra lentement. Elena était assise à côté du lit, peignant les cheveux de sa fille avec un soin qui ressemblait à une prière. Valentina, encore fragile mais avec plus de couleur au visage, souriait légèrement, comme si elle réapprenait à utiliser ses muscles faciaux. Aitana resta un moment à la porte, observant la scène, puis s'approcha, posa sa main sur l'épaule d'Elena et leur sourit à toutes les deux. « J'ai une nouvelle, » dit-elle doucement. « Mon transfert. Je vais au centre d'aide aux victimes. » Elena ouvrit les yeux, sincèrement surprise. Mais pourquoi quitter cet hôpital? Aitana s'agenouilla à côté du lit, à la hauteur de Valentina. Elle regarda directement la jeune fille, puis sa mère. « Parce que vous m'avez rappelé pourquoi j'ai enfilé cette blouse. » Sa voix se brisa, mais elle continua. « Ce n'est pas pour signer des papiers. Ce n'est pas pour obéir sans réfléchir. C'est pour être là pour ceux qui ont été oubliés, qui ont besoin d'être entendus. » Valentina leva sa main faible et saisit les doigts d'Aitana. Elle ne dit rien. Elle n'avait toujours pas la force de parler beaucoup, mais sa poigne était ferme et pleine de gratitude. Elena, les larmes aux yeux, porta sa main à sa poitrine. « Tu nous as sauvés, Aitana, et maintenant tu vas en sauver beaucoup d'autres. » Aitana sourit avec émotion et embrassa le front de la jeune femme. « Tu m'as sauvé aussi. » Et là, dans cette chambre toute simple, entre sourire timide, rire timide et vraies larmes, un nouveau sens est né. Aitana ne serait pas juste une infirmière de service. Elle serait la voix, l'étreinte et le courage de tous ceux qui, comme Valentina, étaient presque réduits au silence. Aitana t'a envoyé un message pour te parler. Tu m'écoutes? Cette nuit-là, j'allais juste suivre un ordre, signer un papier, suivre un protocole, éteindre une machine. C'était tout, juste ça. Mais j'ai alors entendu une voix faible, presque invisible, qui disait « Ne me laisse pas ». Et je n'ai pas pu partir. Je ne pouvais pas tourner le dos. Je suis resté. Si tu avais été à ma place, tu serais resté aussi. Si cette histoire t'a touché, dis-moi dans les commentaires ce que tu aurais fait à ma place. Abonne-toi à la chaîne, partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'espoir et regarde la prochaine vidéo, car c'était l'histoire d'une vie qui a failli être réduite au silence, mais qui ne l'a pas été.